Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, punaise, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux œuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle collection. Après Mandalorian, Seinfeld et Game of Thrones, place à une série centrée sur une héroïne féminine. On va s'intéresser au jeu de la dame, The Queen's Gambit. On est parti pour 2 épisodes. À mes côtés, pour passer cette série sur le grill, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Alors, le jeu de la dame, qu'est-ce que c'est ? C'est la mini-série Netflix qui a cartonné fin 2020. Composée de 7 épisodes, on y suit l'évolution d'Elizabeth Harmon, une jeune orpheline prodige des échecs de ses 8 à ses 22 ans. Depuis l'orphelinat où elle apprend les règles de ce jeu jusqu'aux championnats les plus prestigieux, Beth poursuit sans relâche sa quête pour devenir la meilleure joueuse du monde. Mais cette ascension cache une part d'ombre. Si Beth triomphe aisément de ses adversaires autour d'un échiquier, dans sa vie privée, elle lutte contre une dépendance aux drogues et à l'alcool. Le jeu de la dame, c'est d'abord un roman publié par Walter Tevis en 1983. Mars 2019, Netflix décide de se lancer dans son adaptation et passe commande à Scott Frank, scénariste et réalisateur plusieurs fois nominé aux Oscars. Il est rejoint par Alan Scott à l'écriture et Anya Taylor-Joy est annoncée d'office pour incarner Beth à l'écran. Le tournage débute en août 2019. Le 23 octobre 2020, la série est officiellement lancée sur Netflix et le succès est au rendez-vous. Dès le 28, la série devient numéro 1 sur la plateforme. Un mois plus tard, 62 millions de foyers l'ont déjà visionnée. Un record pour une mini-série originale Netflix à l'époque. Record battu par la série française Lupin quelques semaines plus tard, mais quand même. Si le jeu de la dame plaît au public, il est aussi salué par la critique. Nominée une 20aine de fois dans diverses cérémonies, la série décroche notamment 2 Golden Globes en février, celui de la meilleure mini-série et celui de la meilleure actrice dans une mini-série. Habituellement dans We Love Series, on attaque l'émission en faisant un focus sur le générique, mais ici, pas de générique. Pour autant, la musique est omniprésente tout au long de la série avec une bande-son signée Carlos Rafael Rivera. C'est donc à lui qu'on doit le thème principal. Le thème principal du jeu de la dame, composé par Carlos Rafael Rivera, donc tout comme la majeure partie de la bande-son de la série. Stéphane, Rafik, ça vous évoque quoi ? Écoute, déjà ça fait toujours plaisir de retrouver un petit peu de musique orchestrale qui ne soit pas de longues nappes de synthétiseurs comme on a un petit peu tendance parfois à résumer, que ce soit au cinéma ou sur les séries, dans l'idée de surstimulation. Là, ce qui aide un peu, c'est que les gens associent encore les échecs à quelque chose du passé, donc un peu désuet, et du coup ça justifie le retour d'une musique symphonique. Ça fait pas tâche en fait. Ce qui est intéressant par rapport à la musique de la série, elle est pas uniquement contenue dans le générique, elle est contenue dans le développement au fil de la série. C'est que c'est une musique qui se construit avec le personnage, puisqu'en fait l'orchestration est au fond assez simple. Au départ, Scott Frank il voulait un truc uniquement au piano. Donc très réflexif en fait, et il a été convaincu finalement que il fallait accompagner donc le développement du personnage, et donc l'orchestration s'enrichit au fur et à mesure qu'elle gagne en confiance et en compétitivité, pour finir justement par exploser dans une vraie symphonie quoi dans le dernier épisode. Donc pour ça c'est intéressant, c'est assez simple comme structure musicale, mais c'est généré et justifié par des choix
narratif. Et ça, on reviendra beaucoup dessus dans cet épisode sur la question assez centrale de la narration sur cette série. Ouais, effectivement. Et puis cette playlist, il y a une playlist classique, mais il y a aussi une certaine vibe 60s, puisque on retrouve Mason Williams, Peggy Lee, Quincy Jones dans la bande son. Tout à fait. Tout simplement pour resituer le contexte de l'époque, pour replonger dans une ambiance, et en plus une époque assez particulière, parce que c'est une époque charnière, une époque de changement, donc qui accompagne l'émancipation de ce personnage. Tout à fait. Et à noter que le guitariste, donc Carlos Rafael Rivera, c'est pas sa première collaboration avec Scott Frank, puisqu'ils ont déjà travaillé ensemble, notamment sur Balade entre les tombes en 2014 et surtout sur la série Godless, sortie en 2017. Ouais, tout à fait. Sur lequel il y avait déjà un travail assez solide au niveau musical. Stéphane, toi, tu as un avis sur... Pas vraiment, en fait, non. C'est un joli thème avec, je trouve, aussi une manière de ramener un peu de suspense, parce que c'est une question qui se pose énormément, je pense, autour des échecs, en fait, c'est de savoir comment... alors, ça c'est tiré d'un bouquin, le jeu de la dame, mais comment rendre ça palpitant, en fait. Et je pense que ça commence aussi par la musique, donc il y a un petit côté comme ça, suspense, et en même temps un petit peu émotionnel, qui fonctionne bien, parce que ça définit assez bien la série, c'est ce que c'est. Et voilà. Et puis après, l'autre truc, éventuellement, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de générique à proprement parler dans la série, mais c'est vrai que comme c'est une série qu'on binge, et c'est la première dont on parle entre nous dans We Love Série, je me posais cette question de savoir si c'est un truc qui serait revenu comme un espèce de réflexe de Pavlov, vraiment, au bout de cet épisode. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un générique à proprement parler, en fait, sachant que ça se suit d'une fois, et je pense que la plupart des gens l'ont vraiment bingé, en fait, et c'est, pour le coup, je pense que c'est une série qui aurait moins bien fonctionné si on devait la diffuser une fois par semaine. Elle aurait la même qualité, je veux dire, mais en tout cas, elle aurait moins cartonné, je pense. C'est pas la première fois en plus que Netflix s'affranchit finalement d'un générique musical. C'était la même chose sur Russian Doll, où on avait simplement le titre de la série en début d'épisode, et c'est tout, pas de musique. Enfin, si, il y avait une musique qui revenait constamment, puisque c'était le moment où le personnage principal se réveillait systématiquement à chaque fois, mais il n'y avait pas de générique à proprement parler. Il y a un très beau générique de fin, par contre, pour le coup, pour le jeu de la dame, en fait, avec des jolis motifs, en fait, qui fonctionnent assez bien, un truc assez, jeu d'échecs mental, en fait, ce qui est assez bien, qui est, je trouve, même plus représentatif que ce qu'on voit, en fait, dans le film, quand justement elle se joue ses parties d'échecs au plafond, quoi. C'est assez, c'est leur générique, en fait. Ils l'ont gardé à la fin, quoi. Alors, les échecs, c'est le sujet principal de la série. On va en parler en long, en large et en travers dans cet épisode. Le titre anglais The Queen's Gambit, ça désigne une ouverture de jeu d'échecs très populaire, appelé en français le Gambit Dame, Gambit de la Dame. Et c'est une référence à l'ouverture de la toute dernière partie de la série, justement. Mais on peut aussi voir un parallèle avec la position de Bess qui doit s'imposer dans un monde d'hommes. Les échecs, la façon dont c'est traité à travers cette histoire, comment est-ce que vous l'avez vécu ? Est-ce que vous jouez aux échecs ? Est-ce que vous êtes des amateurs, ou est-ce que vous avez regardé ça en profane et sans chercher à voir si les coups étaient réalistes ? J'ai joué quand j'étais enfant, donc à un niveau infantile pour le coup, mais en fait je connais encore les règles de base, mais je ne peux pas prétendre être un joueur d'échecs, non, donc profane. Profane aussi, j'y ai un petit peu joué aussi effectivement quand j'étais gamin, mais quand j'étais adolescent. Mais c'est vrai que, et puis je crois que j'ai même plus les règles en tête, pour être tout à fait honnête, mais c'est pas quelque chose qui est important en fait dans le film à mon sens. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, en fait c'est compliqué en fait de mettre en scène les échecs, parce que pour moi en fait dans le jeu de la dame, je dirais que les échecs ça équivaut à la boxe dans Rocky. C'est pas grave en fait de pas savoir en fait comment ça fonctionne. Ce qui est important, c'est de savoir les enjeux qui se jouent entre les deux personnes qui sont en train de disputer cette partie d'échecs, quoi. Et là-dessus, la série est assez assez forte pour renouveler ça au fur et à mesure. Notamment parce qu'on s'attache très facilement en fait à ce personnage, quand même, mine de rien, de Beth, quoi. Et puis à travers en fait le parcours successif, c'est-à-dire que c'est pas tant comme c'est quand même l'histoire d'un génie en fait, d'une personne très très intelligente et très capable. Ce qui est intéressant en fait, c'est que nous à notre niveau, on arrive à suivre en fait sa progression justement en fait à travers les différentes personnes avec lesquelles elle va développer en fait.
son talent, quoi. Et je pense par exemple au concierge au début, et puis ensuite en fait les autres personnes qui vont l'aider au fur et à mesure, quoi. Ce qui fait que d'un point de vue narratif, ça en fait ça fonctionne parce que ça développe le personnage en même temps. Si en fait c'était basé que sur les échecs, je pense que ça serait pas intéressant en fait. Voilà. Et après il y a la problématique de comment tu filmes ça, qui bon bah là c'est encore un autre truc. Moi je trouve que là où ça fonctionne vraiment bien, c'est quand il se concentre sur les regards, par exemple. C'est Anna Taylor-Joy, je sais pas ce que t'en penses, Raph, mais elle a un regard quand même hyper expressif, hyper fort, et en fait c'est les meilleurs moments, en fait. C'est les moments, justement, où elle se retrouve en face à essayer de scruter, en fait, son adversaire, à comprendre ce que la personne veut faire en face d'elle, quoi. Et nous, comme on est de son côté, on arrive plus ou moins à comprendre quelles sont ses problématiques, quoi. Et en fait, du coup, peu importe, en fait, que les coups, on comprenne pas exactement ce qu'il fait, à part, évidemment, les coups d'échecs et maths qu'on connaît, quoi. Prendre la dame. Mais par exemple, quand il signale toutes les différentes techniques, moi j'ai rien compris, j'ai pas cherché. Et puis je me suis dit c'est pas grave, en fait c'est des noms, quoi. C'est vraiment des tactiques, en fait. Je pense pas que la série cherche vraiment, en fait, à développer ça, à mon sens, hein. T'as bien fait d'insister sur le casting brillant de Anna Taylor-Joy, qui effectivement est absolument central, et notamment cette question du regard qui avait déjà, je pense, étonné beaucoup de monde. Je me souviens à l'époque de Split, le film de Shyamalan, dans lequel une bonne partie de ce qui n'était pas dit reposait sur son regard. Elle a effectivement un regard derrière lequel on se doute que quelque chose est en train d'être calculé, préparé, et en plus une forme de sourire par défaut sur son visage, qui, lorsqu'elle a un visage a priori impassible, en réalité on a l'impression déjà qu'elle est en train de se foutre un peu de notre gueule. Donc elle a déjà son plan. Donc pour des personnages de caractère cérébral, c'est idéal, parce que ça permet de faire des longs plans sur leur visage. En plus, bon, il se trouve qu'elle est plutôt jolie, donc ça aide en plus à rester longtemps sur ce visage, mais surtout à pouvoir projeter des tas de choses. Et évidemment, avec un sujet comme celui-ci, où on va pas passer des heures sur un échiquier, c'est le regard des adversaires qui nous dit ce qui est réellement en jeu. Donc c'est intéressant, parce que les échecs, c'est quelque chose autour duquel le cinéma finalement a beaucoup tourné, mais généralement limité par l'impossibilité de mettre en scène d'une façon vraiment convaincante. Je me souviens qu'il y avait eu un film dans les années 80 qui avait été très très surprenant, parce que c'est un film qui est sorti en France de façon totalement presque anonyme, on va dire, et qui quelques mois plus tard a eu l'Oscar du meilleur film étranger, un film avec Michel Piccoli qui s'appelait La Diagonale du Fou, de Richard Dembo, et tout le monde s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est sorti chez nous, c'est vraiment bon bref, qui était déjà un film qui mettait en scène donc un champion d'échecs, qui se retrouvait en conflit, à jouer une partie face à quelqu'un qui était un ennemi idéologique, en fait. C'est-à-dire que il avait fui l'Union soviétique, et il se retrouvait devant un gars qui servait le parti. C'est l'histoire de deux Lituaniens qui s'affrontent en finale des championnats du monde, et il y en a un qui appartient encore au parti soviétique, et l'autre est passé à l'Ouest. Exactement. On retrouve cette dichotomie, bien sûr, dans The Queen's Gambit, puisque ça se passe à une époque où évidemment le mur de l'Est le bloc de l'Est existe encore, et où le monde est effectivement divisé en deux camps assez caricaturaux, blanc et noir, quoi, sur lequel le film nous invite à réfléchir, parce que aux échecs, on est censé changer de camp régulièrement, et c'est d'une certaine façon ce que ce personnage de jeune fille éduquée dans la société américaine capitaliste et consumériste, ça peut nous sembler paradoxal et étrange qu'elle ait à ce point envie d'aller en Russie, en Union soviétique, et en même temps dans cette Union soviétique où la richesse matérielle américaine n'existe pas, il y a aussi une place un peu plus grande qui est apparemment laissée aux femmes, en tout cas une forme de respect plus marqué par rapport à l'expression de leur génie. Donc il joue de ces paradoxes. Donc voilà, les échecs, c'est quelque chose de très binaire, c'est noir contre blanc, et en même temps dans ce binaire se joue toute la complexité du monde, en fait, et les pièces se mélangent, et c'est l'intérêt narratif, il est là aussi, c'est que
c'est pas du tout une série qui va nous marteler des idées toutes faites. Scott Frank est très clair là-dessus. C'est pas du tout quelqu'un qui commence par établir un plan idéologique quand il écrit quelque chose. C'est vraiment la complexité des personnages et des situations qui le mènent à un moment donné à développer des choses qui effectivement deviennent des idées politiques, quoi. Là, il se trouve que la série a rencontré son époque puisqu'elle est arrivée finalement au bon moment. Je sais pas si on peut prendre le temps de revenir un peu sur la longue genèse. Alors ça, on reviendra sur ça en détail dans le deuxième épisode. Très bien. D'accord. Ok. Un petit peu de teasing. Là, on va vraiment se concentrer sur l'histoire. Voilà. Non, je voulais insister sur un terme qui est rarement employé, alors que c'est finalement des choses qui sont très fréquentes dans le cinéma et les séries, qui est la notion de Bildungsroman. C'est le style romanesque dans lequel qui nous permet de suivre l'évolution d'un personnage pratiquement en le prenant au berceau. L'exemple le plus connu ces dernières décennies étant Harry Potter. The Queen's Gambit, c'est un Bildungsroman. On suit Beth depuis sa petite enfance et on la voit devenir adolescente, devenir femme et donc à travers ça découvrir le monde, la vie, ses enjeux, etc. Même si sa façon elle de découvrir le monde, elle est assez particulière par rapport à tout un chacun. Et ce caractère de Bildungsroman, donc il est déjà signalé dans la construction musicale dont on parlait par rapport au générique, mais il est aussi dans justement la complexification de sa façon d'aborder les échecs. Au départ, c'est un truc, c'est juste pour elle, c'est quand elle est dans son lit, quand voilà, c'est son petit monde à elle a pas envie elle se réfugie dans cette bulle d'échecs. Mais en fait, au fur et à mesure de la série, c'est cette bulle qu'elle a créée, que sa bulle mentale va être en conflit avec le monde, va être obligée d'aller s'aventurer dans ce monde dangereux. Et ben, ce qui est très intéressant avec ce personnage-là, c'est qu'en fait, c'est un personnage qui est très intelligent et c'est quelque chose qui est pointé depuis le début, quoi. Le seul truc, c'est qu'en fait, c'est la rencontre entre ce cerveau bouillonnant et en fait une pratique qui va lui permettre justement de mettre en pratique son intelligence, quoi. Et en fait, le fait que alors moi je suis pas fan de la projection mentale telle qu'elle est représentée dans le film parce que je pense que c'est presque quelque chose, je comprends qu'il le fasse dans l'absolu, mais je pense que c'est presque le moyen le plus facile de montrer en fait comment son esprit fonctionne. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la construction du récit, c'est pas tant de la mise en scène de l'échec, mais en fait l'écriture de l'échec, du jeu d'échecs. C'est-à-dire que, par exemple, en fait, à partir du moment où elle commence, il y a 7 épisodes, à partir du moment où elle commence à rentrer en compétition, chaque épisode se finit sur un climax qui est un jeu d'échecs important pour elle. En fait, une partie d'échecs qui est important pour elle. Et en fait, l'avant-dernier épisode, qui est le moment où elle semble abandonner en fait littéralement ça, il n'y en a pas. Et d'un seul coup, le spectateur est conditionné à se dire, alors en fait, est-ce que je suis dans la même position qu'elle, en fait, à me demander est-ce que ça valait le coup, etc., etc. Et ça, mine de rien, c'est une vraie écriture intelligente aussi, parce que c'est une manière d'aborder, en fait, d'avoir conscience, en fait, qu'une fois qu'on a placé les choses en place, que moi, je pense que la plupart des gens qui se sont lancés dans cette série, il y en a qui connaissent très bien les échecs, qui voilà, éventuellement veulent s'intéresser à ça et veulent savoir ce qu'est cette série. J'imagine qu'ils ont lu le bouquin pour le coup. Et puis il y a les gens qui voilà, c'est la nouvelle série Netflix, quoi. Et tu leur dis c'est une série sur une joueuse d'échecs et tu fais voilà, entre Stranger Things et Bidule, est-ce que ça va vraiment valoir le coup? Et justement en fait la série fabrique cet intérêt, en fait, le met en avant et du coup quand tu regardes ça, moi par exemple, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse plus que ça, en fait, la toile de fond, on va dire. Mais en fait, j'ai été pris par ce personnage-là, j'ai été pris par ses tourments, et du coup, en fait, en ayant cette porte d'entrée, en ayant ce personnage qui est intelligent, mais qui n'est pas forcément au-dessus de moi, c'est-à-dire parce que j'arrive à comprendre en fait ses tourments, en gros, je suis rentré en fait dans son univers à elle, quoi. C'est ça, c'est vrai que le personnage de Beth, alors elle est effectivement extrêmement intelligente, extrêmement douée, mais elle est aussi poursuivie par ses démons, par ses addictions à l'alcool, au calmant qu'elle prend dès qu'elle est très jeune. Et il y a un petit documentaire d'une 15aine de minutes sur Netflix qui est dispo et qui revient un petit peu sur les coulisses de la série. Et dedans, les showrunners et Anya Taylor-Joy elle-même expliquent qu'en fait, toute l'écriture cherchait à montrer le jeu d'échecs à travers son vécu à elle, à travers le vécu du personnage de Beth. Et donc, c'est vraiment à travers ses yeux qu'on découvre ces pièces, qu'on découvre le jeu.
Néanmoins, même si vous n'êtes pas des aficionados des échecs, il faut savoir qu'il y a eu un très très gros travail qui a été fait en amont au niveau de l'écriture avec des consultants de haut vol, de prestige, qui ont été invités parce que évidemment, alors faire une série sur les échecs et rendre ça sexy, mais rendre ça aussi crédible, c'était quand même un sacré challenge. Et la personne derrière le titre, le jeu de la dame, c'est Bruce Pandolfini qui a suggéré ce titre-là à Walter Tevis quand il a écrit son roman. Il l'a conseillé sur le roman. Pandolfini, qui c'est son nom, ça va peut-être rien vous dire, mais dans le monde des échecs, c'est une star. C'est un joueur maître national, coach commentateur de matchs de haute volée. Il est considéré comme l'entraîneur le plus expérimenté des États-Unis. Et donc, 38 ans après son aide sur le roman de Tevis, il remet le couvert, rejoint l'équipe de consultants dépêchés par la prod pour accompagner l'écriture de la série. Et il n'est pas tout seul. À ses côtés, une autre grande figure du milieu, l'ancien champion du monde russe, Garry Kasparov. Kasparov, lui, a carrément reçu 2 appels pour être invité sur le projet. L'un de Bruce Pandolfini, qui était déjà consultant dessus, et un autre de David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de Game of Thrones, qui étaient des amis communs entre Scott Frank et Kasparov, et qui lui disaient que le showrunner voulait absolument travailler avec lui. Il lui aurait même proposé un petit rôle, mais c'était pas compatible avec son planning. Et en tout cas, Gandolfini, tout comme Kasparov, sont unanimes là-dessus. Leur objectif, c'était vraiment que le récit ne se fasse pas au détriment du jeu, que l'adaptation soit visuellement intéressante, mais que ça soit aussi très cohérent pour des joueurs de haut niveau, et que les spectateurs qui s'y connaissent ne voient pas la supercherie. Une bible pour la série a été créée qui recense pas moins de 350 parties. Donc il y a vraiment un gros travail en amont. Ils ont fait le travail qu'elle-même fait en fait quand elle étudie finalement les parties des gens pour arriver à comprendre la construction mentale qui t'amène à jouer face à un adversaire, quoi. Et c'est très intéressant parce que je pense que c'est important en fait d'avoir ça en fond en fait, c'est-à-dire de savoir en fait si tu peux pas comprendre comment en fait les joueurs d'échecs fonctionnent, effectivement ça sert à rien d'écrire une série sur ce sujet-là, quoi. Mais c'est vrai que c'est important de dire que si cette toile de fond fonctionne bien, c'est pas du tout la porte d'entrée en fait nécessaire, parce que elle est nécessaire, mais je veux dire c'est pas la porte d'entrée en fait pour le spectateur lambda. Et c'est en ça que le succès finalement est à la fois surprenant, mais pas étonnant en fait, parce qu'il y a vraiment en fait une approche. On parlait du fait que c'était un personnage qui était addict par exemple à la drogue ou à l'alcool, mais en vrai en fait elle est tellement en recherche en fait d'une figure paternelle ou maternelle que en fait elle ne fait que dans sa conception du monde appliquer en fait ce que faisait sa mère adoptive par exemple, ce genre de choses, et elle se perd là-dedans. Qui lui parle des drogues en fait, c'est son ami en fait à l'orphelinat en fait. Voilà, c'est ça qui d'ailleurs en fait c'est pareil, c'est tellement un personnage finalement fondamental qu'ils en font carrément un espèce de mini climax à la fin de l'épisode 6 quand elle revient en fait. C'est des trucs comme ça en fait qui fonctionnent dans l'écriture, qui te font comprendre en fait l'importance de ces personnages sans avoir l'air d'y toucher, quoi. Mais c'est une personne en fait qui elle se construit à travers les échecs, le personnage de Beth, mais qui en fait dans le monde réel cherche des figures paternelles, des amis, des choses et tout, parce qu'elle ne sait pas le faire en fait. Quand on lui avance par exemple l'idée qu'elle pourrait être amie avec la fille populaire du lycée, elle y arrive pas en fait. Elle y va, elle essaye, et elle y arrive pas. Donc c'est ça en fait qui à mon sens rend cette série totalement abordable en fait. C'est ce côté d'étrangeté sociale en fait qu'on peut tous ressentir, mais qu'elle en fait elle s'est exacerbée dans son sens. C'est ça, c'est un génie, mais ça reste un personnage auquel on peut s'identifier d'une certaine manière. Je voulais insister, en tout cas, être touché par là-dessus, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence par rapport à ce personnage, et c'est pas finalement ce qui le caractérise. Il y a d'autres personnages intelligents dans la série. Ce qui elle la caractérise, c'est son génie, c'est-à-dire elle a du talent. Et je pense que ce qui, bon déjà c'est ce qui la rend
brillante au sens comme une étoile pour tout le monde. Enfin, on voit bien comment tout le monde gravite autour d'elle et est fasciné parce que justement, il y a quelque chose d'insaisissable dans ce talent. On ne sait pas d'où il vient en fait. Mais je pense que ce elle travaille beaucoup quand même. Non, certes, mais elle l'a dès le départ. On voit bien que dans ses premières tentatives avec le concierge, il remarque bien qu'il y a quelque chose de totalement inédit chez ce personnage. Donc, je pense que ce à quoi le public s'est identifié, c'est plutôt cette question du talent et de sa conséquence, hélas fréquente, qui est la compulsion, l'obsession. Et ça, c'est un mal qui est très, je pense, beaucoup plus largement répandu qu'on ne l'imagine dans la société occidentale contemporaine. C'est ce problème de la compulsivité, en fait, quoi. Et comment en sortir. Je crois que c'est vraiment par ce biais-là que le public s'est accroché à ce personnage. Il y a une structure que je trouve intéressante dans cette série qui parce que quand on parle de figure féminine d'intelligence, enfin qui dit intelligence dit rationalisme et en même temps de talent et de cette idée de génie, il y a un personnage qui ressort plus que d'autres à mon sens, qui est Alice. Le personnage donc de Lewis Carroll et la structure de The Queen's Gambit reprend la structure à travers le miroir dans lequel Alice doit passer du statut de pion à celui de reine, ce qui est littéralement le parcours donc de notre héroïne ici même, et on peut donc carrément s'amuser à remplacer les personnages, genre, comment il s'appelle, le Benny avec son énorme chapeau de cow-boy, c'est le chapelier fou, le concierge c'est la chenille en fait qui lui prodigue les premiers conseils, on parlait de Jolene qui apparaît et qui disparaît dans le récit de la même façon que le chat du Cheshire le faisait. Il y a les deux gars là, Matt et je sais plus comment là, les deux jumeaux, partout, voilà, qui sont les deux jumeaux en fait, les Tweedledee et Tweedledoo. Et donc on a vraiment, il s'est un peu basé sur cette structure parce que au départ chez Lewis Carroll, l'univers d'Alice est un univers, ça, peu de gens le savent, qui est basé sur de la logique. Lewis Carroll, au départ, c'est un mathématicien, hein, c'est un grand spécialiste de la logique. C'était même Lewis Carroll, c'est un pseudo, il s'appelait Dodgson, son vrai nom. Et dans Alice, en fait, il a inclus toutes les théories de son époque par rapport à la conception même du rationalisme et de la logique pour en faire, en fait, pour prouver qu'on pouvait construire des univers cohérents à partir de propositions absurdes, mais en restant d'une précision mathématique absolument phénoménale, et c'est ce qui rend cet univers aussi frappant pour le public. Et cette cohérence, cette extrême logique, évidemment, on la retrouve dans le concept même des échecs, qui est pratiquement le rationalisme mis à plat d'une certaine façon, mais à travers ce rationalisme mis à plat, le miracle des échecs, c'est qu'il se crée quelque chose de vivant, d'inattendu, et donc de l'ordre du surgissement du génie en fait. Donc tout est contenu en fait. Je crois pas qu'on aurait pu faire ce type de série avec un jeu de dames par exemple, quoi. Il fallait vraiment passer par les échecs pour ça. Je verrai plus Alice au pays des merveilles de la même manière. Bon, en tout cas, par rapport au personnage de Bess, pour continuer, on va répondre à une question que vous vous posez peut-être. Non, Elizabeth Harmon, elle n'a pas réellement existé. C'est un personnage fictif. Il a été inventé pour le roman, mais il a été inspiré de plusieurs joueurs historiques, et notamment une femme d'un niveau très élevé, une joueuse qui s'appelle Judith Polgar. J'espère que j'égorge pas son nom, qui a affronté notamment Kasparov en 2002. Elle est championne d'échecs venue de Hongrie, elle a battu certains champions du monde et c'est la seule femme à avoir été classée dans le top 10 mondial. De la même manière, le grand maître toujours fictif de la série, Vassili Borgov, lui aussi est inspiré d'un vrai joueur, et là c'est dans le roman, dans la préface du roman qu'on le mentionne, il serait inspiré par Anatoly Karpov, qui a été plusieurs fois champion du monde entre 75 et 98. Je suis assez vieux pour avoir connu le duel Karpov-Kasparov. J'étais très impressionné quand j'ai vu le nom de Kasparov dans le générique de la série. Et manifestement,
Le fait que cette série colle à la réalité, ça a plu aux joueurs. Hein. Il y a une réception très positive dans le monde des échecs. La série a reçu les éloges de la communauté des joueurs pour sa représentation du jeu et des joueurs. Alors, Judith Polgar, justement, confie que malgré tout, il y a un côté un petit peu trop rose dans le fait que le personnage de Beth vit au milieu d'hommes qui sont tous absolument charmants avec elle et que elle-même a beaucoup plus rencontré le sexisme, les discriminations lors des compétitions. Elle est tombée parfois sur certains compétiteurs qui refusaient de lui serrer la main après leur défaite. Là, Beth, à chaque fois, est finalement très bien accompagnée. Dans le milieu. Dans le milieu. Parce que à côté de ça, tous les autres hommes de sa vie sont quand même assez, ceux qui ne sont pas dans le milieu justement, sont pas forcément toujours très cool avec elle, quoi. On a même, le père adoptif, par exemple, ce genre de choses, quoi. Donc c'est parce que c'est aussi un truc de construction aussi de personnage, c'est obligatoire. C'est-à-dire que même si, par exemple, le concierge finit par, en fait, il ne discute que à travers en fait le jeu d'échecs. Par exemple, cette photo en fait qui est prise au début, c'est elle en fait qui fait un pas vers lui. Lui en fait le fera pas, et c'est ce pas qu'elle a fait en fait qu'elle finit par payer en fait à la fin, qu'elle finit par comprendre en fait à la fin en fait ce qui lui manquait dans sa vie. Donc il y a un truc en fait où le personnage est aussi construit à travers ça, et c'est important parce que c'est probablement effectivement vrai ce qu'elle avance en fait vis-à-vis du milieu. Mais le film en fait, je pense la série avait peut-être besoin, sans forcément en fait aller dans le sens de Scott Frank, mais ils avaient vraiment besoin, je pense, de lui accorder en fait à Beth qu'elle puisse se sentir suffisamment à l'aise dans ce milieu-là, parce que justement dans sa vie elle avait pas ce dont elle avait besoin, quoi. Mm-hmm. À mon avis, c'est une question de plus d'écriture que de représentation du milieu fantasmé, quoi. Ça rejoint le fait que on voit le monde à travers ses yeux à elle. Et c'est vrai que moi, en regardant la série, j'ai eu vraiment le sentiment que elle battait ses adversaires vraiment avec une aisance et une facilité, et qu'en fait son seul réel adversaire c'était elle-même. Elle-même, ses addictions, mais que les personnes face à qui elle se trouve quand elle joue, c'est des personnages qui sont là, mais en fait, je dirais pas qu'ils sont interchangeables, mais... Oui, ils sont quand même assez développés. Moi, j'ai trouvé justement que, de façon assez subtile, on nous amenait l'idée qu'eux aussi sont passés par des phases de démence, on va dire, au moins aussi violentes qu'elle n'a pu connaître, quoi. C'est-à-dire que, mais au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'elle arrive à un moment donné à un certain niveau. C'est-à-dire les premiers, effectivement, elle est bazarde, voilà. Mais arrivée à un certain niveau, elle commence à rencontrer finalement des gens comme elle. C'est-à-dire le personnage de Benny, par exemple. Entre autres, voilà. Le champion russe, là, dont j'ai plus le nom, dont on se doute qu'il a des traumatismes nocturnes aussi intenses. Et qui est une construction mythologique aussi. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, là où il fonctionne très très bien, c'est que elle le bat en 3 temps en fait, finalement. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, c'est quand elle se fait avoir qu'elle-même en fait dans sa propre démarche, comme tu le dis justement, parce qu'elle est son propre ennemi, quoi, que en gros elle finit par apprendre comment le faire, quoi. Mais c'est une vraie construction mythologique. C'est un némésis, quoi. C'est le Jabberwock, pour être plus exact, de Alice à travers le miroir. Mais d'ailleurs, ça, c'est une autre critique qui a été faite, une des rares critiques qui a été faite par des professionnels des échecs, c'est que Beth, dans la série, ne perd pas assez souvent, en fait. On la voit perdre une seule fois, finalement. Alors que dans la vraie vie, évidemment, c'est en perdant que les joueurs professionnels apprennent, en réétudiant les parties dans lesquelles ils ont perdu pour pas refaire ces erreurs-là. Et en fait, Beth, en ne perdant jamais, elle apprend en consultant d'autres parties, en étudiant les stratégies de ses adversaires, ses futurs adversaires, mais elle n'est pas confrontée elle-même à ses propres échecs. Je pense que ça aurait été trop pour le spectateur, parce que déjà cette seule défaite a déjà un effet de douche froide suffisamment sévère pour que, voilà, si ça s'était cumulé dans la série, je pense que ça aurait fait trop de mal au public. Moi, il me semblait qu'elle perdait plus que ça. Déjà contre le champion russe, justement. Alors ça, oui, mais j'ai pas le souvenir d'autres... il me semble qu'elle perd 2 fois en fait contre lui déjà. En tout cas, en fait, à partir du moment où il y a aussi déjà comment on dit, un abandon en fait de partie, en fait, c'est une défaite. Donc il me semblait qu'elle perdait un peu plus que ça, mais après l'accent n'est pas forcément mis là-dessus en fait. Bien sûr. Voilà, c'est comme je le disais en fait, dans la construction même de la série, finalement le fait qu'il n'y ait pas un jeu d'échecs dans l'avant-dernier épisode, en fait, c'est déjà en fait une manière
déclarer forfait en fait. Donc c'est ça qui est intéressant dans la construction du jeu d'échecs, de la partie. C'est tes actes en fait qui priment plus que ta capacité mentale aussi à battre ton adversaire. Donc en fait tout se joue à l'intérieur de ton mental quoi. Et c'est plutôt bien représenté vraiment dans le truc. Je trouve plus que d'ailleurs la façon de filmer à proprement parler, parce que des fois ils essayent vraiment en fait de le faire. Hein. Il y a des trucs où moi ça m'arrivait de regarder, quand je regardais la série, je me disais bon il a essayé de par exemple montrer le temps qui passe avec justement les parties qui font très très vite et tout ça, etc. en accéléré, mais c'est pas ce qui est palpitant en fait finalement. C'est plus un truc narratif en fait pour vraiment te montrer que ça avance, on avance dans le temps, plus que en fait un suspense de jeu d'échecs ou ce genre de choses. Donc tout se joue pour moi entre les deux personnages en fait à chaque fois quoi, plus que ce qu'on voit sur l'échiquier quoi. Mais finalement ça contribue plus à l'atmosphère globale. Bien sûr. D'ailleurs les fameuses 360 parties dans la Bible proposées par Gandolfini, elles ont réellement été jouées sur les tables d'à côté pour que on ait vraiment cette impression de réalisme et retrouver cette ambiance de championnat. La série, elle a bien fonctionné au point qu'elle a carrément relancé la popularité des échecs, notamment en ligne, sur des sites comme chess.com. D'après The Independent, les recherches jeux d'échecs ont augmenté de 273% entre le 23 octobre et le 2 novembre sur les moteurs de recherche. Et il y a un endroit où le jeu connaît une seconde jeunesse particulièrement inattendue, c'est sur Twitch. La plateforme de streaming est surtout connue pour diffuser du jeu vidéo et de l'e-sport, mais depuis le premier confinement, les audiences dans la catégorie échecs ont explosé, propulsées par des influenceurs qui ont décidé de s'y mettre. Alors ça a commencé avant le jeu de la dame. Hein. Entre 2019 et 2020, le nombre de spectateurs a été multiplié par 7, et à la sortie du jeu de la dame, sans doute, cela a participé encore plus à cet engouement. Les PogChamps les PogChamps tournaments, qui sont 2 tournois organisés entre plusieurs des plus gros streamers américains, ont attiré 120 millions de spectateurs uniques. En France, par exemple, pour ne citer que lui, le premier streamer français d'échecs, Kevin Bordy, cumule plus de 50 000 abonnés sur YouTube. Donc, gros succès des échecs qui redeviennent à la mode. Ça, je pense que c'était attendu, hein, du coup, parce que il me semble, alors t'as peut-être dit les chiffres en début de 62 millions 62 millions annoncés fin novembre, donc depuis en un mois, quoi. Ouais. C'est énorme. C'est énorme hein, pour encore une fois une série avec une toile de fond qui pourrait être considérée comme désuète et qui d'ailleurs en fait je pense a contribué, puisque on va en parler dans la deuxième partie, mais à l'idée que en fait le développement d'adaptation en fait de ce roman en fait pouvait poser problème, parce que je pense que la plupart des studios ou des financiers se disent que ça va intéresser personne en fait, une série ou un film en fait sur cette toile de fond, sur le jeu d'échecs quoi. Donc c'est une démonstration que c'est pas le cas, mais qu'il faut encore savoir amener les gens vers ce sujet quoi. Tout à fait. Mais écoutez, il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette série. Tu nous poses pas un quiz cette semaine ? Je pensais que tu allais nous demander dans quelle partie dans quelle partie célèbre la pièce J7 a-t-elle été changée en H. Non, je suis pas méchante à ce point, mais je vous réserve un petit quiz pour la semaine prochaine. Vous inquiétez pas, et il sera pas si évident que ça. Mais en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, suite et fin de cette collection dédiée au jeu de la dame. Après avoir fait le tour de ce que cette série raconte, à sa narration et au monde des échecs, on va s'intéresser à ceux qui la racontent. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le premier épisode de cette nouvelle collection. Merci Clémence. We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnp Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Queen's Gambit. D'ici là, portez-vous bien.